Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au Cercle Parège pour ce nouveau numéro de Sans Filtre, l'émission politique de la semaine. Merci au Cercle des Parèges de nous permettre une nouvelle fois d'accueillir, d'installer ici notre studio. Je salue aussi nos partenaires, Orange et son délégué départemental Pascal Crincourt. Je remercie aussi la maison Bianchi et je salue notre partenaire audiovisuel Wai Vision. Comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur les réseaux sociaux, sur le site de la semaine. Elle sera aussi disponible en format podcast sur les différentes plateformes musicales et de podcast. Nouveauté, elle sera aussi diffusée dorénavant chez nos amis de Moselle TV. Et bien sûr, elle fera l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire, de la nouvelle formule de notre hebdomadaire, la semaine. Nous accueillons aujourd'hui un élu de terrain, un élu aux multiples casquettes, puisqu'il s'agit de Cédric Bout. Bonjour Cédric Bout. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes bien installé? Toujours bien ici. Bon, multiples casquettes, Cédric Bout, je le disais, parce que nous recevons bien sûr le maire de Voipy, mais aussi le deuxième vice-président de l'Eurométropole de Metz, en charge du développement économique, le président d'Inspire Metz, l'agence d'attractivité de la métropole, et le nouveau vice-président de la région en charge du tourisme et de l'attractivité. Donc autant de casquettes qui nous intéressent ici à Sans Filtre. Vous nous direz comment vous arrivez à jongler avec ces différents mandats. On va prendre les sujets les uns et les casquettes les uns après les autres. Donc vous êtes maire de Voipy depuis 2017, réélu en 2020. Vous aviez succédé à François Grosdidier lorsqu'il avait été élu sénateur. Donc vous êtes un proche de François Grosdidier. Première question d'abord, pour mieux, même si on vous connaît, mais encore vous cerner un peu plus, sur l'échiquier politique, comment vous vous situez? Parce que vous n'êtes pas un homme d'appareil, pas un homme de parti, ou je me trompe peut-être. Donc voilà, où se situe aujourd'hui Cédric Bout sur l'échiquier politique régional et national aussi? Alors, surtout sur un échiquier local, c'est-à-dire que, vous l'avez évoqué, moi c'est d'abord le terrain qui m'intéresse, et c'est les personnes en qui je crois. Donc j'ai pas de carte, notamment de parti politique. La volonté notamment, c'est de travailler réellement au service des administrés, au service réellement des entreprises, par le biais également du développement économique. Quand j'ai voulu monter notamment mon équipe en 2020, j'ai pris pour la réélection, notamment sur la ville de Voipy, j'ai voulu avoir un échiquier très large, c'est-à-dire que je ne voulais pas de personnes encartées, mais je voulais avoir des personnes qui ont notamment à la fois une philosophie de gauche ou peut-être d'extrême gauche, de centre et de droit. Je reste bloqué sur l'extrême droite où là, je n'arrive pas forcément à travailler avec ces personnes-là, mais d'être surtout, on va dire, dans cette volonté de pouvoir travailler sur une manière très simple, c'est en fonction également des demandes des personnes. Et c'est la même chose quand j'ai Jean Rotner notamment qui m'a appelé pour me proposer de faire président partie, de région, oui. notamment du conseil régional donc en 2021. C'est la personne notamment qui m'a intéressé, non pas forcément le fait qu'ils soient encartés, et il m'a jamais demandé de prendre une carte politique. Donc c'était aussi dans ce cadre-là que j'ai rejoint notamment la région Grand Est. Parce que j'ai pu voir ce qu'a fait notamment Jean Rotner lorsqu'il était président de la région Grand Est, notamment sur tout ce qui était lié au masque, à la pandémie. Et je trouvais que l'action qui a été menée, c'était une action qui était à la fois saine, sereine, et qui allait notamment vers les administrés. Et ça a été réellement ma philosophie, sachant que je suis rentré en politique seulement en 2014. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait à la fois campagne avant 2014. Et comme vous l'avez évoqué, c'est par amitié notamment avec François Grosdidier que je suis rentré à... Vous étiez conseiller municipal, enfin adjoint en 2014. J'étais conseiller municipal. C'est-à-dire que j'étais pas du tout adjoint à Voipy. Voilà. C'est ça. Pas du tout adjoint, conseiller municipal, avec cette volonté, à un moment donné, si ça convenait pas, que je puisse partir, et si, en l'occurrence, ça marchait pas, que François Grosdidier puisse me dire tout simplement, voilà, c'est pas fait pour toi. Et de fil en aiguille, en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans, j'ai apprécié notamment le travail vers les autres et avec les autres, et j'ai eu la chance, notamment, de le succéder en 2017, notamment au poste de maire. Alors, pas d'étiquette à proprement parler, pas de carte de parti. Néanmoins, vous appartenez, en tout cas pour l'Eurométropole et aussi pour la région, à des majorités de droite, de centre-droite. Donc centre-droite. C'est comme une famille dans laquelle vous vous sentez bien.
j'imagine. Enfin, vous avez donc cette cohérence avec vos valeurs ou pas? Oui, mais je vais même vous dire que je prends le cas par exemple de la région. J'étais président de commission avant d'être vice-président, donc je menais les débats en commission pour tout ce qui est lié notamment au tourisme. Je peux vous dire que je m'entendais très bien aussi avec les élus verts qui étaient présents, parce que on peut prendre un peu de tout pour que ça puisse notamment fonctionner. On n'a pas de nécessité d'avoir un clivage qui doit se créer entre telle ou telle personne. On a vraiment des choses qui sont pertinentes et intéressantes. Et je pense que le rôle à la fois d'un exécutif, quel qu'il soit, c'est de pouvoir essayer de travailler notamment avec le plus de personnes possible, justement dans l'intérêt. Et je pense que le côté politique, c'est de travailler pour le peuple. Donc c'est aussi de pouvoir avoir cet état d'esprit de dire, je vais notamment dans un sens qui paraît être le plus pertinent possible pour les personnes qui attendent quelque chose, notamment des politiciens. Donc j'assiste un petit peu, parce que Sans fil, c'est une émission quand même politique, donc on va j'assiste encore un petit peu sur le sujet. Imaginons qu'une des majorités d'un des exécutifs à laquelle vous appartenez, région ou métropole, enfin un peu de politique fiction, bascule plutôt à gauche. Est-ce que vous pourriez être aussi vice-président d'un premier ministre, j'allais dire. Vice-président n'est pas encore là. Vice-président d'un président de région de gauche ou vice-président d'un président de métropole de gauche? Alors très clairement, c'est en fonction de la personne. Je vous ai évoqué Jean Rotner. C'est toujours la personne, notamment pour moi, qui est important. Parce qu'il faut à la fois s'engager. Quand on s'engage, c'est qu'on est prêt à défendre et à soutenir une personne. Et ça, pour moi, c'est le plus important. L'étiquette, et on le voit là à l'heure actuelle, notamment dans ce qui se passe d'un point de vue gouvernemental, on est sur un équilibrage, on va dire, même si c'est un peu plus de droite cette fois-ci, mais ça peut, on va dire, fléchir et avoir également des personnes de gauche qui soient présentes. Me concernant, je verrai toujours la personne, je suis pas là pour dire non, je ne fais pas. Je pense qu'il faut toujours échanger avec les personnes, c'est dans l'échange, dans le dialogue qu'on arrive à identifier si la personne peut être de droite ou de gauche, et pas forcément être encarté de la même manière. Ça, c'est aussi des choses qu'on peut voir en politique. De temps en temps, on voit des personnes de gauche, voire d'extrême gauche, qui peuvent avoir plus, on va dire, une sensibilité et des actions de droite. Donc ça, c'est cette manière-là, en tout cas, que moi, de la manière dont j'appréhende les choses, c'est toujours de faire, on va dire, réellement un constat sur la personne qui veut porter notamment une équipe, et non pas forcément de la couleur politique qui peut apparaître. Après, je suis toujours partant d'éviter les extrêmes. On va venir bien sûr aux sujets locaux et régionaux. Encore un mot sur votre positionnement politique par rapport aux discussions nationales avec donc le nouveau Premier ministre Michel Barnier, issu des rangs des Républicains. Alors comment vous avez vécu ou comment vous interprétez sa nomination et comment vous vous situez, si vous deviez vous situer par rapport là encore à l'échiquier national cette fois, comment est-ce que vous seriez plutôt proche de la majorité actuelle ou dans l'opposition? Enfin, on sait même pas trop qui est dans l'opposition, qui est dans la majorité actuellement. On le verra avec le vote du budget, mais... D'abord, je suis un élu de terrain et je suis un élu, je suis maire. Ça, c'est ma priorité. Et mon action n'est pas liée à un statut national. Je pense qu'il faut maintenant qu'il est en place à la fois lui laisser la possibilité d'œuvrer, de travailler dans ce sens-là, dans l'intérêt général, et de lui laisser aussi la possibilité de mener des actions. Le fait de faire un blocage, que ce soit de gauche ou d'extrême droite ou d'extrême gauche, à mon sens, ce serait, on va dire, néfaste pour le pays. Donc là, il faut vraiment laisser la possibilité au Premier ministre, notamment, de pouvoir dérouler, de voir également les actions qu'il va proposer, notamment dans son budget, voir également comment est-ce qu'il va anticiper peut-être certains points d'un point de vue international, parce qu'il y a forcément des choses qui tournent autour, qui peut également peut-être faire vriller ou modifier peut-être sa politique actuelle. Donc tous ces points-là, il faut lui laisser la possibilité de faire. Il a l'avantage à la fois de sa sagesse et notamment des actions qu'il avait pu mener déjà au sein de l'Europe. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut notamment à la fois le soutenir pour l'intérêt global et l'intérêt général, dans le sens où on sait pertinemment qu'on est en difficulté budgétairement vis-à-vis de l'Europe. Il va faire des propositions, on va voir ce qu'il va proposer, mais la finalité, si on lui laisse pas cette chance-là, je ne sais pas comment on peut notamment espérer d'un autre Premier ministre qui puisse essayer de faire quelque chose. Il n'a pas de velléité en plus d'un point de vue présidentiel. Il a réellement, on va dire, cette volonté de mener une action avec des personnes qui sont d'origine et d'étiquette et de couleur politique un peu différentes. Laissons-le faire.
Donc vous l'avez évoqué rapidement, on va insister un peu dessus. L'enjeu au niveau national, c'est la discussion budgétaire. On sait que voilà le déficit qui est peut-être sans doute plus important que ce qu'on pouvait l'imaginer. Donc voilà, on sent poindre une vague d'austérité certainement dans les prochains mois. D'ailleurs, notre hebdomadaire titre tous au régime sec, point d'interrogation, en faisant un zoom sur les enjeux locaux. Un des enjeux, justement, c'est les collectivités, c'est les déficits, le déficit public et dans le déficit public la part des collectivités locales. Donc là, il y a certains signaux assez forts qui ont été émis. Voilà, l'État en tout cas, ou le gouvernement voudrait que les collectivités locales fassent aussi des efforts. Donc on sait qu'il y a un bras de fer qui commence à s'engager entre les élus locaux et le gouvernement, notamment en termes d'emploi et de nombre de fonctionnaires locaux. Voilà. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous dites, on en a marre d'être un peu toujours mis sous pression, c'est compliqué, ou est-ce que vous dites, oui, nous aussi, collectivités locales, villes, régions, départements, on doit prendre notre part aussi? Alors, déjà, dans un premier temps, au niveau de la ville, je pense que les collectivités, notamment, qui ont déjà compris depuis 2-3 ans qu'il y avait une nécessité de travailler différemment, ça va plutôt bien. Il faut pas peut-être mettre également à la fois un embargo ou le couteau sous la gorge des collectivités qui font déjà un excellent travail. Je vais citer forcément ma commune. Il faut savoir qu'en l'espace de 5 ans, on a réussi à diviser la dette par 2. On a continué à conserver les emplois qu'il fallait. On a augmenté les budgets qui sont alloués aux associations. On a continué nos investissements. On a continué tout ce qui est sécurité, notamment sur la ville. Augmentation également du nombre de policiers. Augmentation également des caméras, plus 50%. Donc on a fait énormément de soutien et de poids. Et on a réduit la dette divisée par 2 en l'espace de 5 ans. Donc on sait notamment aussi travailler en interne pour pouvoir le faire, et on n'a pas besoin d'avoir une pression de la part de l'État pour nous dire qu'il faut trouver des solutions. On le fait, la preuve, c'est que quand on se met réellement dans les chiffres et qu'on essaie de travailler, on y arrive. La volonté, c'était aussi à un moment donné, et c'est la dette qui était présente, que François Grosdidier notamment avait pris et engagé, est une dette qui était saine. C'est-à-dire qu'on était sur notamment le premier cadre de l'opération de rénovation urbaine. C'est 110 millions d'euros qui a été investi au niveau de la ville. Et ça prouve que l'État avait aidé déjà dans ce cadre-là. Et heureusement que l'État était présent, parce que la participation financière sur un investissement qu'avait fait notamment François Grosdidier, c'est des 80% qui étaient pris en charge par l'État et 20% par la commune. Maintenant, l'effet est déjà inverse, parce que forcément, budgétairement, on peut plus se permettre. Donc, on a travaillé dans ce cadre-là, à vouloir essayer de trouver des solutions pour justement diminuer cette voilure. Imposer n'amène jamais quelque chose de très positif. Par contre, inciter ou aider à trouver d'autres solutions, à mon sens, est plus pertinent. Et je sais que dans ce cadre-là, on a la chance aussi d'avoir dans tout ce qui est notamment représentation au niveau du gouvernement, une ministre, Catherine Vautrin, qui est ministre notamment des Territoires, qui est une élue aussi du CRU, forcément de Reims, et présidente du Grand Reims. Du Grand Reims, et qui, au final, connaît toutes ces obligations et sait également sur quoi on peut essayer peut-être d'avoir un champ d'amélioration, d'autres, en l'occurrence, où là, on est carrément à sec. Alors, sur les fonctionnaires, justement, parce que c'est le débat aussi, est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires en France? Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires dans les collectivités publiques? Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi un peu de millefeuille? D'ailleurs, il y a un de vos collègues, Maurice Ravignon, maire de Charleville-Mézières, est chargé d'une mission justement sur les millefeuilles. Et j'allais dire, vous allez être presque... pas le symbole de millefeuille, mais voilà, la région qui fait peut-être doublon avec le département, peut-être avec la métropole, l'agence d'attractivité. Il y a d'autres agences. Il y a une agence d'attractivité au niveau départemental, au niveau régional. Voilà, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose tout de même à faire? Il faut savoir. Alors, on va commencer par le début du millefeuille à région-département. Je pense que la manière dont les régions ont été identifiées au départ laisse, on va dire, peut-être songeur. Maintenant, c'est en place. Revenir et refaire marche arrière sur tout cela, à mon sens, ça amènerait encore plus de complexité et budgétairement n'amènerait pas forcément un gain. Donc maintenant, on est sur le travail des compétences de chacun. Et ça, c'est notamment le travail qui doit être mené, et d'identifier que les compétences sont fréquemment rajoutées à la fois aux collectivités, que ce soit la région ou le département. C'est le transfert qui vient de l'État. Voilà, l'État se désengage. Se désengage d'une demande de faire.
Donc on a tout ce qui est lié aussi, on prend l'exemple notamment de l'autoroute, on n'est pas loin d'une autoroute notamment, et la région devrait avoir notamment pour obligation de récupérer également ce tronçon de l'autoroute de la 31 qui va jusqu'au Luxembourg, et ces travaux, ces réalisations, ce sera plus l'État qui devra les prendre en charge, ça sera directement la région qui devra les prendre en charge. Donc forcément, financièrement, ça va aussi impacter. Donc c'est un moment de dire, ok, on est prêt à pouvoir le gérer, mais nous rajoutez pas des couches supplémentaires. Je vous donne l'exemple notamment de la ville aussi. Police municipale. On avait une police nationale. Il faut savoir que c'est donc le Premier ministre de Villepin qui avait inauguré à l'époque le premier poste de police nationale et municipale, notamment sur Voipy. Et on avait un effectif qui était à peu près équivalent. C'est-à-dire qu'on devait avoir à peu près 12 policiers municipaux et 12 policiers nationaux qui étaient présents au niveau du poste. Là, si on est à 3 policiers nationaux ou 4 policiers nationaux sur le poste, c'est énorme. Parce que il y a un manque d'effectifs. Vous avez dû compenser avec le nombre de... Je suis à 23 policiers municipaux sur Voipy. Donc et pour avoir un principe de sécurité, même chose, sécurité, en l'espace de 5 ans, elle a été diminuée, les chiffres de la police nationale, la délinquance sur Voipy, moins 40%. Donc ça montre que le travail qui est fait normalement d'un point de vue national a été transféré de facto sur la police municipale, non pas par un transfert de compétences, qu'on n'a même pas les mêmes compétences que la police nationale, mais par un manque d'effectifs, parce que financièrement, ils ont peut-être aussi des difficultés à pouvoir embaucher. Et là, si on regarde le principe du cadre, le cadre, dès lors qu'il est bien défini et qu'il n'y a pas de changement, chacun peut essayer notamment d'y travailler et de le faire. Le problème, c'est que chaque année, on a des augmentations notamment de transfert de charges, à la fois parce qu'il faut répondre à une demande de la population. On a l'exemple de France Service qui a été notamment transmis et géré notamment par les collectivités. C'est très bien, ça permet à l'administrer, à la place de se déplacer notamment au niveau de la trésorerie sur Metz, mais d'avoir un contact directement des finances sur la ville. Mais qui prend en charge ? C'est la commune. Donc tous ces éléments-là, dès lors qu'on peut notamment essayer d'identifier peut-être soit de diminuer l'enveloppe budgétaire et de se dire tout simplement on diminue également les obligations qui sont imposées par chaque territoire, c'est viable. Mais si en l'occurrence on continue à rajouter des points, ça peut être compliqué. Et Boris là-dessus le sait très bien. Il était vice-président. Boris Ravillon était président, donc vice-président de la région Grand Est et forcément maire de Charleville-Mézières et de la Comcom. Donc c'est aussi un travail notamment qui est identifié. On le voit notamment au niveau de l'Eurométropole de Metz, les délégations notamment de la métropole par rapport aux communes, on voit qu'il y a réellement une source d'amélioration. On prend l'exemple des marchés publics, le fait de pouvoir acheter en plus gros par le biais de la métropole et faire bénéficier notamment les petites communes, ça permet également de diminuer leurs charges. Donc tous ces points-là sont des points qui sont d'amélioration, mais il faut justement y travailler et regarder ce qui est le plus pertinent. Donc oui, en termes de fonctionnaires, par rapport à la question, on a également une pyramide des âges qui, de facto, va faire une diminution notamment des fonctionnaires. Parce qu'on a une population notamment d'agents de villes, de départements, de régions, qui est plutôt vieillissante. Donc moyenne d'âge, notamment sur certains endroits. Moi, sur la ville, je suis à peu près à 47-48 ans. Donc ça veut dire que j'ai à peu près 4 à 5 départs, notamment d'agents, par an, sur un effectif de 200. Donc l'enjeu, c'est de travailler différemment pour pas les remplacer. Alors c'est de travailler différemment, mais c'est pas forcément une question de ne pas les remplacer. C'est que vu qu'on va avoir d'autres obligations et d'autres nécessités, forcément on va devoir trouver des personnes qui vont répondre à cette demande-là. Vous pouvez pas demander à quelqu'un qui est un technicien, notamment sur tout ce qui est lié à la voirie, de devoir travailler sur un autre champ et un autre domaine de compétences qu'il ne maîtrise pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir à ce moment-là se réadapter, retravailler notamment avec ce que souhaite à la fois l'État et le gouvernement, et en fonction également des compétences qui peuvent être encore transférées dans les années à venir. On parlait un petit peu de Voipy, vous l'avez déjà abordé, la réduction de la dette. Mais je veux justement vous poser la question, quels sont les 2-3 sujets dont vous êtes le plus fier depuis votre élection en 2017. Là, si vous deviez aller citer 3 sujets, la dette en fait déjà une, et 2 autres. Les 2 autres. Alors,
on a la chance, et ça c'est vraiment la fierté qu'on peut avoir sur Voipi, c'est le côté solidaire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé à justement permettre, parce que Voipi, près de 55% de la population est d'origine, on va dire, diverse et variée. Donc la volonté, c'est justement de pouvoir tous se réunir et de travailler ensemble. Et ça, c'est la fierté en termes de solidarité qu'on a menée. On a beaucoup d'actions qui partent notamment pour aider, pour soutenir quand des personnes sont en difficulté. Donc, on a voulu continuer à travailler dans ce sens-là en créant plusieurs dispositifs et des lieux d'accueil. La bulle a été inaugurée il y a de cela 15 jours, 3 semaines. C'est un lieu justement pour permettre aux personnes qui ont des difficultés et qui ne savent plus par où passer et vers qui se tourner, de pouvoir les aider, que ce soit de l'accompagnement de la parentalité jusqu'à des besoins, notamment en termes d'emploi. Et on crée un bâtiment qui s'appelle le magasin solidaire et également la crèche, qui sera une micro-crèche, également dans les quartiers, pour justement trouver une solution pour les familles qui sont soit en recherche d'emploi, soit en l'occurrence en besoin notamment de rendez-vous médical, mais d'avoir un lieu où l'enfant sera accueilli et permettant notamment aux personnes d'évoluer. Donc magasin solidaire avec l'ensemble des associations. Donc on a posé la première pierre forcément il y a quelques jours, la semaine dernière, jeudi dernier, et on a également donc côté solidaire avec tous ceux que je viens d'évoquer, et on a cette fierté où on a pu trouver notamment un emplacement pour cette fameuse piscine métropolitaine qui sera notamment sur la route de Thionville et en transformant une friche industrielle. Ouais. Donc ça, c'est aussi un intérêt aussi, c'est qu'on reconstruit sur l'existant. On n'est pas là notamment à vouloir trop se développer, mais d'avoir cette piscine métropolitaine qui sera vraiment... En quelques chiffres, quelle surface, quel budget? Parce que c'est le premier équipement métropolitain, je crois, qui est construit, qui est vraiment construit. Il a été identifié. Donc avec une compétence métropolitaine. Parce que pendant longtemps, les piscines étaient municipales. Métropolitaine, avec notamment un conseil qui a été fait par tous les maires, notamment du nord de la métropole, qui ne pouvaient plus proposer ou avaient des difficultés à proposer, notamment l'apprentissage de la nage auprès des enfants, parce que c'était réellement ça notre leitmotiv. Donc on est, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on est sur un budget qui est aux alentours des 20 millions d'euros, notamment sur la piscine métropolitaine, avec également un travail qui va être mené aux abords, parce que la volonté de la commune est également de pouvoir créer un marché couvert à côté. Oui, c'est un sujet que qui vous tient à cœur, parce que ça fait longtemps que vous en parlez de ce marché couvert. C'est un marché couvert, parce que on le voit, les vendredis matins, c'est le marché hebdomadaire qui est présent sur Voipi, c'est le lieu à la fois d'échange, de partage, et c'est là où justement les personnes, ne se connaissant pas, apprennent à se connaître aussi. Et je pense que c'est un endroit notamment vecteur et qui permet notamment à la fois de comprendre l'autre et forcément de l'apprécier. Et c'est dans ce cadre-là que le marché couvert va être notamment travaillé avec une maîtrise communale et non pas une maîtrise du privé, pour qu'on puisse justement avoir cette neutralité et permettre à chacun de pouvoir s'y rendre et également de pouvoir proposer les produits. Donc là, piscine métropolitaine avec notamment une piscine qui sera une semi-olympique qui sera proposée, avec également tout ce qui peut être lié. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est sur un bassin qui a de 25 mètres de tête qui est identifié, avec cette volonté également d'amener des éléments de bien-être. C'est-à-dire qu'on aura également de tout ce qui est un peu des bains à bulles ou autres qui vont être proposés justement pour permettre à ceux qui n'ont pas la chance de peut-être de partir en vacances, mais de pouvoir profiter à Voipi. Alors les dernières idées, peut-être l'environnement aussi, parce que vous en parlez souvent, et c'est par rapport à l'image qu'on peut avoir de Voipi. En tout cas, moi, c'est l'image que j'en ai. Chacun pourra avoir son interprétation. On pense pas spécialement à Voipi comme étant une ville verte, pour en parler. Pourtant, c'est quelque chose que vous revendiquez fortement. Et voilà. Donc, expliquez-nous. Alors déjà, le territoire, il faut savoir que Voipi, c'est 15 km². C'est-à-dire qu'en termes de superficie, ça correspond à la ville de Nancy, si on veut comparer. Sur les 15 km², on a 55% de la superficie de la ville qui sont soit en espace vert, donc naturel ou agricole, ou des étangs, parce qu'on a beaucoup d'étangs qui sont également identifiés. Notre volonté, c'était déjà avec François Grosdidier, de mettre en avant le côté environnement. Il cite fréquemment Jean-Marie Pelt, et c'est vrai qu'il a beaucoup œuvré, notamment pour Voipi. Ils en ont ils ont créé notamment le un enfant un arbre, c'est-à-dire que pour chaque naissance, il y a un arbre qui est planté. On a terminé le 23e festival de l'écologie et de la nature
qu'on modifie un tout petit peu depuis 1 ou 2 ans, avec cette volonté de mettre en place de l'expérimentation vis-à-vis des enfants et des jeunes, puisque c'est, à mon sens, par le plus jeune âge, justement, qu'on peut notamment permettre à le respect de l'environnement et après de permettre aux enfants de temps d'éduquer les parents et de pouvoir passer ce message-là. Et là, on travaille notamment, on a même créé un syndicat mixte, notamment avec Rive de Moselle, qui est la communauté de communes qui se situe au nord de l'Eurométropole de Metz, où le président est Julien Fraburger, maire de Mézières-les-Metz. Que nous recevrons ici même le mois prochain. Voilà, et qui, en l'occurrence, a la même idée, en tout cas, que l'Eurométropole de Metz et la ville de Voipy, c'est de travailler notamment autour des étangs. Donc, on a des projets qui sont en train de se finaliser sur les étangs, qu'on appelle les étangs de Saint-Rémy, avec cette vocation notamment à pouvoir en profiter et notamment faire passer également des messages auprès des plus jeunes dans ces lieux-là. Donc on y travaille, on a la chance, j'ai eu la chance de pouvoir de nouveau obtenir les 3 fleurs sur Ville et Villages Fleuris avec les équipes notamment de la ville. En tout et pour tout, on a quand même 150 hectares d'entretien, notamment des espaces verts qui sont identifiés par nos agents, et ils sont seulement, je dis bien seulement 30 à pouvoir travailler notamment sur tout cela. Donc ça montre à la fois leurs compétences, leur professionnalisme et notamment également leur volonté de faire rayonner Voipy, parce que Voipy était connu peut-être différemment il y a 15-20 ans. Et là, je peux vous dire que les retours que j'ai... Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est l'image. Est-ce que vous pensez effectivement que vous avez réussi à transformer l'image de la ville, où c'était plus les problèmes d'insécurité parfois qui revenaient sur le devant de la scène, où on voyait aussi Voipy comme une ville aussi industrielle ou ouvrière, qu'elle l'est encore certainement. Vous avez réussi, selon vous, vous avez réussi à transformer... Il reste encore des choses à faire et à améliorer. Je pense qu'on peut pas être satisfait encore à l'heure actuelle, sinon on arrêterait. La volonté, c'est de voir aller encore plus loin. En tout cas, la fierté, c'est que on entend notamment les Voipyciens et les Voipyciennes être fiers d'habiter sur Voipy, alors qu'il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, les personnes disaient pas forcément qu'ils habitaient sur Voipy. Là, on voit et les demandes notamment en ce qui concerne les logements, et on voit également le prix du foncier, parce que ça montre aussi l'attractivité d'une ville. C'est à quel prix, notamment l'art de terrain est vendu. On achetait l'art de terrain sur Voipy il y a à peu près une vingtaine d'années aux alentours des 11 000 euros. Actuellement, on est entre 30 et 31 000 euros. Alors certes, le marché a évolué, le prix a augmenté. Partout, ça a augmenté partout, mais là, vous êtes quand même sur un effet x3 par rapport à 10-15 ans. Donc ça démontre aussi cette volonté notamment d'avoir on va dire cette envie d'habiter notamment sur le nord de la métropole. Et vous savez, quand vous êtes sur un territoire qui en plus se trouve à proximité de l'A4 et de l'A31, qui permet également avec la gare d'aller travailler s'il le fallait sur le Luxembourg. Donc on a réellement, on va dire, une position géographique qui est pertinente, et à nous, avec les 110 associations que nous avons notamment sur Voipy, de pouvoir répondre également à la demande des administrés, parce que je l'évoquais au début, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de pouvoir faire une réponse à tous les administrés pour justement se sentir bien sur Voipy et bien y vivre. Je vais vous faire changer de casquette. On va passer à Inspire Metz. Donc, vous êtes président de l'agence d'attractivité de la métropole, Inspire Metz. Déjà, pour resituer, on parle de collaborateurs, le nombre de collaborateurs et le budget de l'agence. Alors, on est un peu moins de 40 salariés, notamment sur Inspire Metz, et on est sur un budget qui dépasse les 3 millions d'euros. Alors aussi, les compétences, pour les resituer. Alors les compétences, on a une compétence déjà dans un premier temps d'office du tourisme, parce que... vous avez repris, c'est la fusion, il faut rappeler qu'Inspire Metz, c'est la fusion effectivement de l'office du tourisme. De l'office du tourisme et de Metz Développement de l'autre côté, qui est tout simplement l'attractivité économique. Ça veut dire qu'on a à la fois des personnes qui sont fléchées pour justement accueillir au mieux les personnes sur le territoire et pour trouver des lieux pour investir. On a l'office du tourisme, on a le tourisme d'affaires qui est aussi très important. On est ici notamment dans un lieu qui est magnifique, qui nous fait plaisir notamment à mettre en avant, que ce soit l'FC Stadium, mais également le centre des congrès Robert Schuman, avec cette volonté justement de donner une première approche par le tourisme d'affaires pour avoir du tourisme et peut-être pour permettre aux personnes après d'y vivre. Et on a également un travail notamment de visibilité et d'attractivité sur l'Europe et également sur le national, en participant à plusieurs salons pour justement vanter la métropole et la ville de Metz forcément, pour permettre à la fois à des personnes de passer un bon moment sur quelques jours. Et on a vu les derniers chiffres notamment liés au tourisme, ça fonctionne.
On a des campagnes notamment qui marchent très bien à la fois vis-à-vis des jeunes. Metz c'est mieux qui a été diffusé très largement l'année dernière. Vous avez l'attractivité et puis avec voilà ce clip un peu décalé et qui a bien fonctionné. Exactement, qui a bien fonctionné et qui me démontre tout simplement qu'on est sur le bon rail. Et je pense que voilà le travail qui est mené à la fois par les équipes, c'est de coller notamment aux velléités également de la métropole, mais de pouvoir aussi à un moment donné faire ce fameux pas de côté avec cette vidéo et avec également des supports tentants qui permettent d'interloquer ou en tout cas de faire réagir et d'être présent sur le métro parisien et dans d'autres lieux. Donc c'est Inspire Metz qui travaille sur ce sujet-là. Donc on voit pas mal effectivement de campagnes d'Inspire Metz, que ce soit voilà pour promouvoir l'image en termes d'enseignement supérieur. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites avec les commerçants en termes de tourisme. Vous l'avez dit. Pour autant, voilà, en tout cas là aussi c'est mon point de vue, c'est mon sentiment. On a l'impression que on ne sait pas quelle est l'image finalement qu'Inspire Metz veut véhiculer pour la métropole. Voilà, il n'y a pas un slogan qui résumerait tout. Alors c'est peut-être compliqué parce qu'à la fois il y a le tourisme d'affaires, il y a le tourisme traditionnel, il y a l'attractivité commerciale, etc. Donc est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez? Est-ce que vous l'avez identifié comme un manque ou simplement c'est vu, j'allais dire de l'intérieur et de l'extérieur, ça pose pas du tout problème, mais on n'a pas l'image comme on peut avoir sur d'autres collectivités, avec une image forte qui est bien identifiée, avec une vraie accroche, un vrai slogan, ou alors je ne l'ai pas identifié. Alors l'idée, si vous voulez, alors on a plusieurs types d'accroches en fonction des événements. C'est vrai que Metz, donc Lumière d'Europe, c'en est une, voilà, c'en est une qui est utilisée actuellement sur tout ce qui est marché de Noël, mais également sur tout ce qui est lié au tourisme. Après, on voit les noms ou en tout cas les marques qui peuvent être créées par certaines agences d'attractivité, ils reviennent dessus. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps. Et ça, c'est aussi des choses qu'on a pu identifier. Les agences d'attractivité, notamment, que ce soit, alors peut-être pas départementales, mais surtout, on va dire, sur les grandes métropoles, se rencontrent entre elles. Et c'est vrai que sur cette volonté, on a notamment cette réflexion de se dire, il faut peut-être pas qu'on s'ancre trop sur une seule thématique. On a une nécessité de rayonner le plus largement possible pour pouvoir notamment travailler. On travaille beaucoup avec Lille, on travaille beaucoup avec Lyon et forcément aussi avec Nancy. Reims vient de créer aussi, on va dire, un centre réellement des congrès avec un bureau des congrès justement qui est en train de se développer. Strasbourg est un peu spécifique, notamment en termes de développement. Vous évoquez le tourisme d'affaires parce que c'est sûr que quand on est une ville comme Strasbourg où on a notamment donc l'Europe qui est également représentée. On est déjà positionné, on n'a presque pas besoin de faire d'efforts. On n'a pas besoin de faire d'efforts. En tout cas, on est forcément avec un taux de remplissage qui se fait naturellement avec les événements européens qui peuvent se réaliser là-bas, mais on est sur des choses qui n'amènent pas, à mon sens, réellement un marquage et un principe identitaire. Moi, je suis plus dans cette réflexion à se dire qu'il faut qu'on puisse se différencier. On voit dernièrement, en plus, la métropole a été mise à l'honneur, disant tout simplement que pour les personnes qui travaillent notamment sur Paris, la ville de Metz est la ville qui est la plus pertinente pour y vivre. Donc pourquoi? Parce qu'on a le TGV qui est présent notamment à 85 minutes notamment de Paris, et on voit que l'intérêt notamment c'est justement d'arriver sur de la différenciation et pas forcément sur de la spécificité. Et on l'identifie au fur et à mesure. On a plusieurs lieux qui peuvent être notamment des exemples. Quand vous avez Merci, qui est principalement un pôle de santé, quand vous avez Frescati, qu'on va continuer à développer sur tout ce qui est lié à la logistique. Je vous évoquais Akata 31, donc forcément, ça permet réellement de pouvoir identifier la logistique à cet endroit-là. Quand vous avez d'autres zones également qui sont en termes de développement plutôt pertinents, on prend le parc du Technopole avec l'installation notamment du prochain institut de la logistique aussi, qui est cohérent avec le développement de logistique qu'on souhaite mener. On est réellement dans cette volonté, voilà, d'avoir des éléments qui sont un tout petit peu différenciants pour justement amener un intérêt à plutôt voir Metz que d'autres villes. Et ça, c'est réellement notre rôle, c'est de dire tout simplement, voilà, on n'est pas spécialiste, mais on est là pour pouvoir répondre à vos différentes demandes. Et voilà les arguments, et voilà en l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut vous proposer pour vous faciliter votre intégration. Vous évoquez avant tout ce qui était bassin d'emploi.
On a la chance, notamment sur Metz, d'avoir un bassin d'emploi qui fonctionne très bien, qui, dans l'absolu, permet de répondre à différentes demandes. On a le côté industriel qui était présent, que ce soit avec Stellantis, laissez-moi parler de classe aussi, parce que c'est sur Voipy, mais on est notamment à la fois avec cette identité, mais on a également tout ce qui peut être lié à la recherche, qui fonctionne aussi très très bien sur Metz. J'ai pu visiter encore il y a 15 jours le LEM 3, qui est situé au parc au Technopole, et la volonté notamment à des chercheurs de travailler sur de l'alliage spécifique et de pouvoir justement même le mettre dans Ariane, puisqu'on a une structure qui s'appelle Nimesis de Mécleuve, où une de leurs pièces a été donc installée dans Ariane qui a décollé au mois de juin pour libérer les satellites. Donc ça prouve que ça vient de chez nous. Donc on a cette chance-là, il faut qu'on le fasse savoir encore peut-être plus. Le côté tech, peut-être innovant, peut-être à plus faire savoir éventuellement. Encore plus le faire savoir. Et après, si vous voulez, vous avez des éléments technologiques, mais on a également tout ce qui est lié à l'économie sociale et solidaire qui fonctionne très bien chez nous, qui a été initié à un moment donné sur Blida, qu'on a maintenant identifié sur Frascati, dans le hangar où il y avait notamment des hélicoptères. Donc on est également sur une friche militaire qui a été réadaptée. On y trouve un brasseur, on y trouve une biscuiterie, on y trouve une entreprise qui est magnifique, qui fait presque 65% de son activité à l'étranger, qui s'appelle Holy Maker, qui est une presse notamment qui permet de transformer des billes en plastique sur des autres produits. Vous avez également donc le comptoir des huiles qui est également en place. Donc, vous voyez, on est sur cette volonté d'avoir à chaque fois une différenciation et notamment un intérêt pour pouvoir développer pas qu'une seule activité ou qu'un seul domaine de compétences, mais d'avoir cette multiplicité qui nous permet notamment d'avoir cette différenciation en disant l'un peut aider l'autre. Et d'où la création du fameux bâtiment de la maison de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de l'enseignement supérieur, donc mieux, qui se situe au Technopole, avec cette volonté justement d'avoir un lieu qui est un lieu totem, où à la fois vous allez trouver des enseignants ou plutôt des universitaires qui sont présents ou des ingénieurs qui sont présents, qui vont discuter avec des chefs d'entreprise, et il y aura les incubateurs qui seront présents aussi pour pouvoir justement créer cette émulsion et faire également découvrir peut-être d'autres projets qui seraient initiés notamment sur Metz. Donc là, vous avez fait un tour d'horizon assez complet. Je vous remercie. Le commerce, parce que ça fait partie aussi des interventions sur lesquelles, qui sont le champ d'intervention en tout cas d'Inspire Metz. C'est toujours un sujet compliqué, pas qu'à Metz, mais dans toutes les grandes métropoles, avec des cellules qui sont vides, avec des grandes enseignes qui partent. Quelles sont un peu là les orientations sur lesquelles vous travaillez avec Inspire Metz? Est-ce que vous démarchez les grandes enseignes pour essayer, ou est-ce que les grandes enseignes c'est terminé, on va plutôt aller sur du multimarque? Alors déjà en démarche, on va, comme je vous l'ai évoqué, on n'est pas sur une spécificité, on démarche de manière très large. Metz a été confronté notamment à des grosses superficies, notamment qui ont été libérées essentiellement sur donc de l'habillement, qui fait que CA, le printemps, printemps qui était notamment qui avait pu arrêter, et c'est vrai qu'on est sur cette mutation, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus que les entreprises et les commerçants recherchent des cellules entre 200 et 400 mètres carrés. Et la volonté notamment, c'est de travailler sur le fait de pouvoir modifier ces cellules commerciales qui étaient très grandes, on pouvait monter à 2000, 4000 mètres carrés, et d'avoir cette mixité aussi avec du logement. On a d'ailleurs une pose de première pierre qui a été faite à l'ex-printemps avec un promoteur, donc Bouygues, qui a, on va dire, cette volonté de retransformer l'intégralité du bâtiment, à la fois sur des appartements qualitatifs, mais également sur des cellules commerciales en rez-de-chaussée. Et d'avoir cette spécificité aussi avec notamment la volonté de la ville de Metz, qui a fait le choix de créer une serpentine au sein même de la rue Serpenoise, pour amener cette différenciation, pour justement attirer des personnes au niveau du centre-ville. Et ça, c'est le travail à la fois de la ville. Nous, on est juste le relais en termes de communication et notamment de proposition, en disant que la différenciation est nécessaire pour des centres-villes, pour pouvoir justement faire venir les personnes de l'extérieur, voire notamment d'une couronne encore plus lointaine, et de se dire que ce travail-là doit être mené pour justement modifier l'équilibre entre les commerces, notamment de périphérie, et le centre-ville. La vacance, quand on regarde la vacance, que tout le monde dit oui,
tout est vide sur Metz, mais quand vous regardez réellement le taux de vacances, on est sur un taux de vacances qui est à peu près la moyenne nationale. 8%, je crois que c'est 8%. C'est ça. Et l'idée, c'est de se dire tout simplement que là, on est en train de retravailler. Le Printemps notamment a fait son annonce, Bouygues a fait son annonce notamment avec cette transformation. On a également donc Etixia qui habille notamment, qui travaille également sur une modification complète du bâtiment avec notamment un nouveau concept de food truck qui va être notamment de food plutôt street qui va être notamment identifié. On travaille également, et là je peux pas vous en dire plus pour l'instant, avec le CA sur des autre chose, mais un autre concept notamment qui sera également proposé. Toujours dans le commerce, parce que là, en plus, on a la chance d'avoir avec le CA un bâtiment qui est exceptionnel, qui est magnifique, à la fois extérieurement, mais intérieurement aussi. Donc c'est là où on a également un travail à mener pour garder ce patrimoine et notamment cette différenciation qui est important aussi sur la rue Serpenoise. Et c'est vrai qu'on a eu une confrontation à un moment donné entre les deux rues, parce que pour ceux qui s'en souviennent, le parking, quand on avait le parking extérieur sur l'esplanade, tout le monde allait sur la rue Serpenoise et forcément la rue Serpenoise était automatiquement attractive. Là, c'est la rue des Clercs qui est la sortie notamment du parking, donc la rue des Clercs a amené un peu plus d'attractivité à la ville et également à nous au niveau d'Inspire-Metz, de pouvoir communiquer et amener une différenciation pour la rue Serpenoise pour justement attirer de nouveau les commerces. C'est l'emblème, effectivement. Et quand on parle de cellules vides, c'est parce que notamment rue Serpenoise et comme c'est l'artère emblématique du commerce à Metz, évidemment, ça fait mal de voir ces cellules vides. Alors, on dit aussi qu'une des raisons pour lesquelles les cellules sont vides, c'est que les loyers sont chers. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on a toujours des loyers que les propriétaires ont du mal à baisser? Et c'est pour ça que les commerçants, ou ce qu'on appelle les petits commerçants des grandes enseignes, même pour les grandes enseignes d'ailleurs, ça peut être un problème de rentabiliser tout simplement ces loyers. Il y a déjà, on va dire, un pas qui a été fait par plusieurs propriétaires, ça va de soi. Après, vous avez toujours le même principe, c'est-à-dire que quand il faut payer, c'est toujours trop cher, et quand on encaisse, c'est jamais assez. Et là, il faut trouver le juste milieu. Dans une autre vie, je faisais du commerce aussi, et c'est vrai que dans ce cadre-là, il faut aussi mettre, on va dire, un bon curseur pour savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent. Concernant également cette volonté, puisque le maire de la ville a mis en place également tout ce qui est taxe de la vacance pour éviter à ce que des locaux restent vides pour une question de temps en temps de défiscalisation, parce que le patrimoine du propriétaire est suffisant et il n'a pas forcément une nécessité de rentrer des loyers. Ces taxes-là incitent aussi notamment les propriétaires à diminuer peut-être l'enveloppe de location et à permettre notamment à des gestionnaires d'en devenir locataires. Donc ça facilite. Et on a lancé également une opération de redynamisation du territoire, appelée communément ORT, notamment avec la préfecture, justement sur des lieux qui nécessitent peut-être une intervention de l'institution de l'Eurométropole de Metz pour pouvoir acquérir des biens, pour en faire des travaux qui sont assez lourds, parce que vous avez à la fois des propriétaires qui peuvent avoir peut-être des lieux qui sont relativement chers pour des locataires, mais vous avez de temps en temps des lieux qui sont peut-être en termes de mise en conformité ou de travaux trop importants pour qu'un privé puisse s'y intéresser, parce que l'amortissement ne se fera pas comme il pourrait l'espérer sur 10 ou 11 ans. Donc là, c'est aussi notre travail en termes d'institution de pouvoir le faire et de pouvoir réadapter des lieux qui n'avaient plus forcément de vie. Donc c'est un travail qui est mené, notamment le président est vraiment attaché de l'Eurométropole de Metz et maire de Metz est vraiment attaché à tout cela, parce qu'on veut notamment faire découvrir certains endroits qui ne sont peut-être pas si attrayants que ça, et de montrer tout simplement qu'il y a un intérêt sur le quartier des Allemands, sur des lieux qui sont aussi symboliques vis-à-vis notamment de la ville de Metz, de pouvoir leur donner une deuxième vie, mais en tout cas de permettre ce renouvellement sur les commerces qui peuvent être proposés. Donc ça, c'est aussi un travail. Donc on ne s'est pas arrêté au niveau de la métropole à travailler que vis-à-vis des propriétaires. On a travaillé également sur des personnes qui n'avaient plus la possibilité d'investir et de voir après comment est-ce qu'on pourrait mettre des leviers en place. Alors, beaucoup de dossiers déjà évoqués sur lesquels vous travaillez. Et comme c'était pas suffisant, vous avez décidé, on vous a nommé, vous avez été élu. Je sais pas, c'est une nomination ou non, c'est élu. C'est élu par le conseil, par l'assemblée régionale. Voilà, vice-président, donc en charge tourisme et attractivité. Je crois. Non, tourisme. C'est déjà pas mal, tourisme. C'est déjà pas mal. Donc de la région Grand Est. Alors, je rappelle le contexte. Il y a toujours
savant équilibre au niveau de l'exécutif régional entre les différentes forces et puis les différents territoires également. Donc nous avions, j'allais dire, la Moselle avait comme vice-président François Grosdidier qui avait en charge l'enseignement supérieur. Il a souhaité démissionner de ce mandat parce que je crois qu'il y avait aussi pour lui un problème d'Injadaf. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'a expliqué. Et donc il y avait un poste de vice-président de libre et on s'est posé la question, est-ce qu'un Mosellan allait prendre ce mandat-là? C'est le cas puisque donc vous avez hérité de ce poste-là de vice-président. Alors je crois que c'est comme une démarche de votre part, parce que j'ai lu, je crois que j'étais dans nos colonnes, je crois que vous avez décroché votre téléphone et appelé Franck Leroy, le président de la région, pour dire voilà, coucou, moi je suis s'il y a un poste, je suis open pour y aller, c'est ça? Oui, alors forcément c'est toujours, comme je l'ai dit, une affaire de personne et c'est vrai que Franck Leroy, président de la région Grand Est, quand il a dû prendre la succession de Jean Rotner, pour nous, en tout cas, vis-à-vis de l'exécutif un peu plus large, j'étais président de la commission, ça paraissait cohérent que ce soit lui qui prenne cette présidence. Et lorsque François Grosdidier, pour une question à la fois d'agenda, et c'est vrai qu'il a pris également la présidence des villes, notamment universitaires, et également la gestion, notamment du CHR, donc de Metz-Thionville, sachant qu'il veut toujours bien faire. À un moment donné, 24 heures, on n'a pas 30 heures par jour. On est limité à 24 heures et c'est vrai que là-dessus, si on veut faire les choses bien, il faut de temps en temps savoir dire non, je peux pas faire plus. Et lorsqu'il m'avait évoqué ça un peu en amont, j'y avais pas forcément identifié un intérêt réel. Et plus je prenais du recul, et plus je me disais tout simplement, il faut absolument que quelqu'un de la métropole, qui correspond quand même à 230 000 habitants par rapport à 1 million d'habitants, notamment sur le département de la Moselle, puisse représenter la métropole dans l'exécutif. Pour rappel, on a encore Brigitte Torlotin, notamment la maire de Louvigny et présidente de Sacomcom, qui est vice-présidente, qui est en charge notamment de tout ce qui est lié à l'Europe, qui représente le département de la Moselle en tant que vice-président, mais il y avait plus notamment de personnes de l'Eurométropole de Metz qui étaient identifiées. Et j'appelle directement, je pose pas la question à François, j'appelle directement Franck en disant simplement, voilà, au cas où, si notamment tu y trouves un intérêt, je peux me porter candidat, notamment à ce poste de vice-président, et c'est comme ça que ça en est découlé. On a échangé pendant une demi-heure, 3/4 d'heure pour voir un peu si on était vraiment en phase sur le développement et sur les actions qu'on souhaite mener encore en Moselle. Et la preuve en est, c'est qu'il m'a proposé, notamment au conseil donc de la région, à devenir vice-président et troisième vice-président de la région à Grand Est. Alors je veux dire, c'est un truc de journaliste ou c'est quelque chose, ou un truc d'égo, j'allais dire, ou est-ce que c'est vraiment utile pour un territoire d'avoir un vice-président du territoire représenté au niveau de l'exécutif régional à Strasbourg, comme on dit, même si la session se passe ici, les plénières se passent ici à Metz. Est-ce que c'est vraiment un plus en termes d'influence? Vous savez, vous avez à la fois des réunions ou des échanges qui se font que entre exécutifs. Donc on a un peu plus d'informations, on a la possibilité de pouvoir échanger, de possibilité quand vous êtes notamment à la fois plus près des services, que ce soit à Strasbourg, à Metz. D'ailleurs, on devrait normalement rejoindre de nouveau Metz pour la plénière parce que c'était en travaux. Oui, l'hémicycle était refait. Il était refait, donc normalement c'est au mois de l'hôtel novembre. Saint-Clément ici. Ouais. Normalement c'est au mois de novembre qu'on va pouvoir rejoindre notamment l'hémicycle pour la plénière. Mais vous savez, quand vous êtes au plus près notamment des prises de décision, c'est là où en termes de dossier, on a la possibilité à la fois de passer la main, de mettre le pied dans la porte, de pouvoir échanger, de pouvoir également argumenter, parce que c'est de cette manière-là qu'on doit faire pour n'importe quel type de dossier. C'est-à-dire qu'il faut montrer et vanter notamment les mérites de tel ou tel projet pour espérer notamment avoir un soutien. Et de temps en temps, vous savez, le soutien qui est donné n'est pas suffisant. Il faut de temps en temps faire un petit plus. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on essaye notamment de faire des actions. Et c'est pour cette raison-là que voilà, la volonté notamment d'être présent sur le territoire. En tout cas, je fais la même chose que je fais sur Wapi. Demain matin, j'ai encore une visite de quartier, j'ai encore des permanences qui sont le samedi matin. Et c'est la même chose au niveau de la région. Le but, c'est justement d'être présent et se déplacer auprès notamment des différentes communes, de voir avec eux. Vous arrivez justement, parce que cette région est immense, on le sait. On sait que d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, une des raisons, Jean Rotner a jeté l'éponge, épuisé certainement d'être aux quatre coins de la région Grand Est. Est-ce que
c'est faisable vraiment de jouer ce rôle de vice-président là en charge du tourisme et de visiter. Vous avez déjà, ça fait quelques mois, c'est juillet, donc vous n'avez pas eu le temps encore de visiter, j'allais dire presque tous les grands sites touristiques régionaux. Alors, faut savoir que je suis président de la commission de tourisme depuis l'élection. Oui, il y avait la commission avant. Il y avait la commission et faut se rappeler que mon vice-président de l'époque, qui est Arnaud Robinet, le maire de Reims, avait démissionné également de son poste pour une question d'agenda aussi, parce qu'il était devenu président de la Fédération hospitalière de France, et je n'avais pas de vice-président. Donc je faisais déjà office de vice-président le job sur toute la région. Donc il y a des semaines où je peux être à Langres le lundi matin, et je peux être à Charleville-Mézières de temps en temps le jeudi après-midi. J'essaye de sacraliser notamment certaines journées, notamment pour la région, pour conserver également le travail que j'ai à faire sur ma commune, parce que ma commune reste. Alors justement, avant de passer la parole au public, expliquez-nous un peu comment on fait pour avoir ces multiples casquettes et éviter effectivement d'avoir, comme certains de vos collègues ont fait, renoncer à un mandat, parce qu'à un moment donné on peut pas tout faire. Je crois que vos journées commencent assez tôt, tout à l'heure vous me disiez. Alors j'ai la chance de ne pas avoir un besoin de sommeil très long, donc ça me permet de commencer très tôt le matin. Donc fréquemment, si on veut faire une journée type, je dois être on va dire sur les coups de 6h30, 7h moins le quart en mairie pour pouvoir travailler à la fois sur les dossiers notamment de la commune, faire également tout ce qui est réponse directe à la fois sur les réseaux sociaux, parce que je m'y attelle les réseaux sociaux, j'y réponds. C'est vous qui les gérez personnellement? C'est moi qui les gère directement, et de pouvoir également après répondre aux différents emails en fonction des casquettes, que ce soit à la métropole et également à la région. Donc ça, c'est un travail qui est mené tôt le matin, et après c'est de la représentation en fin de journée essentiellement, c'est-à-dire que forcément quand on a à la fois une AG, que ce soit sur la ville, que ce soit au niveau de la métropole, ou que ce soit notamment une instance régionale qui notamment nécessite également la présence d'un vice-président, ça amène plutôt, on va dire, des déplacements en fin de journée. Et les samedis et dimanches, alors je me laisse le dimanche pour la famille, parce que j'ai aussi deux enfants qui sont pour l'un un peu en bas âge encore, parce qu'il a 6 ans, et pour l'autre qui a 12 ans. Et ça me permet de profiter d'eux. Et le matin, ce que j'essaie de faire le plus fréquemment possible, c'est au moins de pouvoir les déposer à l'école. Donc ça me permet également d'avoir ce principe notamment de contact et de lien avec eux. Mais c'est un travail qui est fait aussi parce que je me suis encadré de personnes notamment au niveau de la ville. J'ai des élus à la ville qui ont des délégations et qui les maîtrisent très bien, qui me permet également de temps en temps de prendre un peu de distance, une demi-journée ou une journée par semaine de la ville, et de pouvoir avoir de la représentation qui est faite par eux, mais également d'avoir, que ce soit à Spirmès, à la région, et également notamment à la métropole, à la fois des services qui travaillent très bien, qu'on a réorganisé. Il m'a fallu à chaque fois 5-6 mois pour réorganiser les choses. Je l'ai fait quand je suis arrivé à Spirmès. À la métropole, on a restaffé un peu aussi les personnes, et à la région, j'ai eu la chance d'être, on va dire, dans un service qui tourne très bien au niveau du tourisme, avec qui on a plaisir à travailler, et c'est hyper efficace. Et ça, je pense que c'est aussi cette chance, à un moment donné, alors une chance qu'on provoque, de s'entourer de personnes avec qui on a facilité à travailler, mais qui nous facilitent aussi, on va dire, le travail par une bonne gestion en amont des dossiers. Merci Cédric Goutte. On va passer la parole à la salle s'il y a des questions. On a abordé plein de sujets. Pascal Quincourt pour Orange. Merci. Déjà, merci pour ce tour d'horizon qui a été assez exhaustif, notamment sur la ville de Voipy et également sur la partie métropole. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect sécuritaire. On a la métropole de Metz a évoqué du recrutement, une police métropolitaine avec 28 recrutements, je crois. Est-ce que ces moyens supplémentaires qui vont être alloués à la métropole est un levier pour vous pour répondre à ce besoin sécuritaire pour les Voipyciens et les Voipyciennes, avec ces recrutements et aussi avec le centre de supervision métropolitain? De toute façon, on va dire, à la fois cette obligation, comme je l'ai évoqué, peut-être de suppléer des choses qui ne sont pas faites par le pouvoir régalien. Donc, nécessité avec une police municipale d'un côté, police métropolitaine de l'autre. Je l'évoquais, on a à peu près une vingtaine de policiers sur Voipy, 200 caméras sur Voipy, une personne qui est au centre de supervision urbain, le fameux CSU, sur Voipy, et cette volonté de se rattacher à la métropole. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la possibilité de faire du H24.
Et pour pouvoir intervenir, et ça c'est la grosse difficulté qu'on a notamment au niveau de la police municipale, on doit être sur le fait accompli. On peut pas faire des contrôles et des investigations parce que c'est pas la compétence d'une police municipale, c'est la compétence d'une police nationale. Ne peut intervenir qu'en flagrant délit, quoi. En flagrant délit, et on peut pas, par exemple, faire des contrôles d'identité s'il n'y a pas, on va dire, suspicion d'infraction. Pas suspicion, infraction, pour pouvoir justement intervenir. Donc ça, c'est notamment les rôles des APJ ou des OPJ qui sont identifiés au niveau de la police nationale. Sur WAPI, la volonté, en tout cas, de pouvoir s'adosser également à cette police métropolitaine, c'est en fonction notamment des événements qu'on peut avoir, qui sont des événements sportifs, culturels, qui nécessitent un dispositif un peu plus large en termes de sécurité. Donc nous, on va les solliciter quand on a le triathlon de WAPI ou quand on a notamment le Graouli, qui est tout simplement un trail à la fois nocturne ou notamment de fin d'après-midi, de pouvoir avoir des renforts supplémentaires pour sécuriser notamment ces manifestations, à la fois sur le côté routier, mais également sur le côté balisage. Donc ça, c'est réellement un intérêt pour nous. Par contre, l'intérêt réel de la police métropolitaine, c'est pour les communes qui n'ont pas la capacité financière de pouvoir le faire. Et WAPI en était précurseur. WAPI avait lancé sa police intercommunale, qui était à la fois des communes de la métropole et des communes de Rive-de-Moselle, et notamment la Comcom, donc qui se situe au niveau de Mézières-les-Messes, qui, pour notamment quelques milliers d'euros par an, avait la possibilité de pouvoir avoir des policiers sur leur terrain pour des actions spécifiques que le maire pouvait demander. Et hélas, sur les villes notamment que compose notamment l'Eurométropole de Metz, on a des villes qui financièrement n'avaient pas la capacité de le faire, mais hélas, la police appelle ça le principe de l'effet plumeau. Ça veut dire que quand les problèmes étaient gérés sur une commune, hélas, on n'arrive pas à les éradiquer. Ils sont poussés un peu vers l'extérieur. Et de fil en aiguille, c'est pour ça que la police intercommunale avait été créée, c'est les communes qui sont les plus proches qui en pâtissent. Et le fait d'avoir cette police métropolitaine va pouvoir travailler sur ces actions-là. Pour les villes et les villages, notamment de nombre d'habitants assez faible, donc forcément de budget relativement assez faible, mais de travailler également sur deux autres axes qu'on voit qui sont de plus en plus pertinents. Le premier est tout simplement lié à tout ce qui est préservation de la nature. Le Mont-Saint-Quentin en fait partie, et donc d'avoir une police notamment environnementale qui soit fléchée, et tout ce qui peut être lié au transport, parce qu'on voit qu'avec le Métis, on a des infractions qui sont de plus en plus présentes et qui ne s'arrêtent pas à une frontière entre deux villes, mais qui peuvent passer notamment par le transport en commun. Et une police de transport permet également de pouvoir justement et d'éviter à ce que les policiers d'une ville doivent s'arrêter notamment à cette limite. Descendre du bus, quoi. Descendre du bus et ils peuvent plus y aller. Et on en rigole, mais c'est presque ça. Et d'avoir cette police-là pour pouvoir justement faire cette nécessité d'intervention sur l'ensemble de la métropole. Et ce fameux CSU, donc métropolitain, qui va permettre en l'occurrence d'avoir tous les reports de vidéos quand la ville de WAPI n'aura pas la possibilité de pouvoir le suivre, mais d'avoir quelqu'un qui sera derrière l'écran. Et le but, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle aussi, avec les nouveaux logiciels qui peuvent être présents, à ne pas avoir des écrans qui soient tout le temps allumés, mais d'avoir un écran dès lors qu'on va créer notamment on va dire un critère spécifique, un attroupement par exemple, que la caméra et l'écran s'allument notamment pour pouvoir justement après identifier le problème et à ce moment-là envoyer une police sur les lieux pour pouvoir intervenir, avec également la possibilité à la police nationale de pouvoir également prendre la maîtrise notamment de la vidéo. Pourquoi ? Parce qu'on a cette volonté de travailler ensemble, et la preuve c'est que ça fonctionne bien, que ce soit sur WAPI, mais également sur l'ensemble des autres villes qui sont régies par la police nationale. Merci. Merci. D'autres interventions ? Alors la dernière, allez, une question de journaliste évidemment. Jusqu'où ira Cédric Goutte ? Vous avez 43 ans, c'est ça ? Vous avez déjà un certain nombre de casquettes. C'est quoi est-ce qu'il y a une ambition politique, j'entends, particulière ? Est-ce que à un moment donné, vous direz déjà ce que les prochaines élections municipales, vous y retournez, et ensuite, est-ce que vous vous laisseriez tenter par un mandat législatif ? Alors, je suis bien dans ce que je fais. Aujourd'hui, mais ça c'est une réponse classique. Voilà. Aujourd'hui, je suis bien. Voilà. Ça va très bien. Je vais vous répondre aussi. En 2013, je savais pas qu'en 2014, j'allais rentrer en politique. Donc, je pense qu'il faut pas forcément présager de quoi que ce soit pour l'avenir. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment plaisir, et je le redis, moi, mon point d'ancrage, c'est la mairie de WAPI, et je m'y plais.
On verra 2026, parce qu'on est encore loin. Il y a tellement de choses encore à faire entre maintenant et 2026. Mais vu que je m'y plais, pourquoi partir? Donc la volonté. On a un élément de réponse déjà. Notez, on va dire déjà cette réponse. Et après, vous savez, il faut aussi laisser les choses se faire d'un point de vue législatif. J'ai, à l'heure actuelle, pas l'envie, même si on me l'a proposé lors des dernières législatives en disant il faudrait peut-être que tu y ailles. J'ai dit non, c'est pas quelque chose qui m'attire parce qu'on est un peu hors sol. Alors on évoquait un peu avant le non-cumul des mandats qui fait qu'à un moment donné, si on n'est pas directement rattaché, notamment au terrain, c'est difficile réellement de pouvoir porter des lois ou proposer des lois si on connaît pas tous les rouages qui sont présents au niveau de la ville, du terrain ou du département. Mais c'est des choses sur lesquelles moi je préfère. Je prends plus de plaisir à aller au contact des personnes que être derrière un bureau. Merci Cédric Goutte, merci d'avoir répondu à nos questions, merci d'avoir joué le jeu de Sans Filtre, l'émission politique de la semaine menée en collaboration avec la Maison Bianchi et Orange. Je vous donne rendez-vous le 12 novembre prochain avec, je l'ai dit, notre prochain invité qui sera le maire de Mézières-les-Messes et vice-président du département, Julien Fréburger. À bientôt.